Le 29e juin 1444, un col de montagne dans le nord de l'Albanie. 4000 hommes observent 25 000 soldats ottomans défiler dans une gorge longue de 11 km. Les Albanais sont surpassés en nombre 6 contre 1. Ils sont sur le point de gagner, de manière décisive, parce que ceci n'est pas une histoire de bravoure. C'est une histoire d'utilisation du terrain comme arme. Au cours des prochaines minutes, vous verrez comment Gjergj Kastrioti, connu sous le nom de Skanderbeg, a utilisé une doctrine de guerre en montagne qui précède les opérations spéciales modernes de 5 siècles. Vous découvrirez la bataille de Torviol, où des forces d'attaque cachées ont exécuté un mouvement de tenaille classique. Le siège de Krüge, où 4000 défenseurs ont tenu une forteresse à 607 mètres d'altitude contre 100 000 troupes impériales pendant 5 mois. Et vous comprendrez pourquoi les chroniques militaires ottomanes, écrites par les perdants, admettent que les cols étroits ont été la principale cause de leur défaite, en commençant par le 28 novembre 1443, la nuit où Skanderbeg s'est emparé de la forteresse grâce à une lettre falsifiée. Si vous appréciez l'histoire militaire étayée par des sources primaires, abonnez-vous, commentez votre localisation. Maintenant, partons à la montagne. Skanderbeg n'était pas un noble albanais menant une révolte paysanne, c'était un Sanjak Bey ottoman, un gouverneur, formé à Constantinople dès l'âge de 9 ans dans le cadre du système de la Devshirme, où des garçons chrétiens étaient enlevés, convertis et élevés comme administrateurs et généraux ottomans d'élite. Son nom de naissance, Gjergj Kastrioti. Son nom ottoman, Iskender Bey, signifiant « Seigneur Alexandre », d'après Alexandre le Grand. Il commandait la cavalerie ottomane. Il connaissait leur manuel de logistique, leur vulnérabilité en matière de chaîne d'approvisionnement, leur doctrine tactique, et le 15 novembre 1443, lors de la bataille de Niš, où une armée croisée hongroise-polonaise s'est heurtée aux forces ottomanes dans l'actuelle Serbie, il a déserté, emmenant 300 cavaliers albanais avec lui. Il a mis le cap à l'ouest. 13 jours plus tard, il est arrivé à la forteresse de Krüge. Elle se dressait sur une crête calcaire au centre de l'Albanie, contrôlant les voies d'accès entre la côte adriatique et les vallées intérieures. La garnison ottomane, environ 500 hommes. Skanderbeg portait une lettre falsifiée, prétendument du sultan Murad II, ordonnant au gouverneur de lui rendre la forteresse immédiatement. Le gouverneur s'est exécuté. Au matin, Skanderbeg contrôlait la plus forte forteresse d'Albanie. Il a hissé la bannière de sa famille, un aigle noir à 2 têtes sur fond rouge. Ce symbole est aujourd'hui le drapeau albanais. Mais une forteresse ne fait pas gagner une guerre. Les Ottomans contrôlaient les Balkans. Ils avaient pris Constantinople en 1453. Attendez, ça c'est le futur. En 1443, ils contrôlaient la Serbie, la Bulgarie et la majeure partie de la Grèce. L'Albanie était un patchwork de seigneurs féodaux, de possessions côtières vénitiennes et de territoires administrés par les Ottomans. Skanderbeg avait besoin d'une armée. Plus important encore, il avait besoin de financement. Les levées féodales ne suffisent pas pour une guerre de guérilla soutenue. Il faut des professionnels, des gens qui combattent toute l'année, pas seulement pendant les périodes de récolte. Le 2 mars 1444. La ville de Lezeux, dans le nord de l'Albanie. Skanderbeg convoque un conseil. Y assistent les principaux seigneurs féodaux albanais, la famille Dukagjini, la famille Topia, la famille Arianiti, des représentants vénitiens. Ils signent un traité. Les historiens l'appellent la Ligue de Lezeux. C'est un pacte militaire et financier. Les seigneurs acceptent de contribuer 200 000 ducats d'or annuellement pour financer une armée permanente. Skanderbeg est nommé capitaine général, commandant militaire suprême. La Ligue contrôle un territoire d'environ la taille de l'Albanie moderne, soit environ 28 000 km². Population, peut-être 300 000 habitants, bien que les données de recensement de cette période soient peu fiables. La structure de l'armée, Skanderbeg maintient une force centrale de 2000 à 3000 cavaliers d'élite. Ce sont des professionnels à plein temps, des soldats payés. Ils sont équipés d'armures légères, de boucliers ronds, de longues lances et d'arcs récursifs. Considérez-les comme l'équivalent du XVe siècle des forces spéciales à réaction rapide. Autour de ce noyau, il peut mobiliser des levées féodales, des soldats à temps partiel fournis par les seigneurs, portant la force totale à 15 000 hommes lors des grandes campagnes. Mais le groupe central, cette unité de 2 à 3 000 hommes, est la force de frappe, ceux qui se sont entraînés ensemble, ceux qui connaissent le terrain, ceux qui exécuteront l'embuscade à Torviol. Car, en juin 1444, le sultan Murad II a un problème. Un ancien gouverneur s'est emparé d'une forteresse, a déclaré son indépendance et a formé une coalition. Cela ne peut être toléré. Murad dépêche Ali Pacha, un commandant expérimenté, avec l'ordre d'écraser la rébellion. La force
Les sources varient énormément. Marinus Barlaetius, un prêtre de Shkodër qui a écrit la première biographie majeure de Skanderbeg en 1508, affirme 40 000 soldats. Des historiens modernes comme Oliver Jens Schmidt, Université de Vienne, auteur de la biographie définitive de 2009, estiment 25 000 à 30 000. Les chroniques ottomanes ne donnent pas de chiffres précis, mais la décrivent comme une force expéditionnaire majeure, comprenant de la cavalerie sipahi, des pillards Akıncı et de l'infanterie janissaire. Ali Pacha entre en Albanie par l'est, traversant la vallée de la rivière Shkumbin. Son objectif, Krujë. Mais pour atteindre Krujë, il doit traverser les hautes terres intérieures. Et cela signifie passer par une caractéristique géographique spécifique, une plaine, 11,2 km de long, 4,9 km de large, entourée par les montagnes Mokra, des pentes boisées des deux côtés, une seule route au centre, non moderne, la plaine de Shumbat, près de Peshkopi, dans le nord-est de l'Albanie. Nom du XVe siècle, Torviol. Et Skanderbeg attend. Le 29e juin, 1444, matin. La colonne d'Ali Pacha pénètre dans la plaine de Torviol par le col Est, 25 000 hommes, peut-être plus. L'avant-garde, cavalerie légère à Kancheu, éclaireurs et pillards. Derrière eux, le corps principal, cavalerie lourde, sipahi, infanterie janissaire, wagons de ravitaillement, suiveurs de camp. La colonne s'étend sur des kilomètres. Il faut des heures pour la faire passer par l'entrée étroite à l'est. Et alors qu'ils pénètrent dans la plaine, ils voient l'armée de Skanderbeg, 15 000 hommes, déployés au centre de la vallée, visibles, attendant. C'est le moment où Ali Pacha commet son erreur. Il voit une force ennemie, surpassée en nombre, debout en terrain découvert. Il suppose qu'il s'agit d'une bataille conventionnelle. Il ordonne à ses troupes de former des lignes de bataille. Les Ottomans se déploient dans leur formation standard. Cavalerie sipahi sur les ailes, janissaires au centre, Akıncı protégeant les flancs. C'est classique. C'est ce que tout commandant ottoman est formé à faire. Et c'est exactement ce que Skanderbeg veut qu'il fasse. Car pendant qu'Ali Pacha organise 25 000 hommes au centre d'une vallée de 11 km, 3 000 cavaliers albanais sont cachés dans les forêts des deux côtés, attendant le signal. Le plan de Skanderbeg n'est pas compliqué. C'est un mouvement de tenaille. Attirer l'ennemi dans la vallée, le laisser engager ses forces, puis attaquer simultanément des deux flancs, les écraser contre le centre. C'est la même tactique qu'Hannibal a utilisée à Cannes en 216 avant J. C'est la même tactique qui gagne des batailles depuis 2000 ans, mais elle nécessite 3 choses. Un terrain qui canalise l'ennemi, la discipline pour tenir sa position tout en étant surpassé en nombre, et le timing, un timing parfait. Car si les forces cachées attaquaient en trop tôt, les Ottomans peuvent donc se repositionner. Trop tard, et le centre s'effondre. Skanderbeg attend que toute la colonne ottomane soit à l'intérieur de la vallée, qu'il soit pleinement engagé, que la retraite signifie combattre à travers le même col étroit par lequel ils sont entrés. Le signal, une bannière rouge levée sur la crête. Le frère de Skanderbeg, Hamza Kastrioti, commande la force cachée sur le flanc nord. 1500 cavaliers. Ils émergent de la lisière des arbres au galop. Simultanément, 1500 autres sous Jin Muzaka attaquent par le sud. Les Ottomans ne les voient que lorsqu'ils sont à 300 mètres. Il est alors trop tard pour former des positions défensives. La cavalerie albanaise s'écrase sur les flancs ottomans. Pas une charge contre une infanterie préparée. Une charge contre des troupes encore en mouvement pour se former, encore en organisation, vulnérables. L'aile nord s'effondre en premier. La cavalerie de Hamza traverse l'écran Akıncı et frappe les réserves sipahi sur le flanc. Les sipahi sont de la cavalerie lourde, blindée, puissante en charge frontale. Mais ils sont pris immobiles, chevaux groupés. Pas de place pour manœuvrer. Les Albanais utilisent de longues lances. Ils frappent à cheval. Ils visent les chevaux. Un guerrier monté est efficace. Un cavalier lourd démonté au milieu d'une formation qui s'effondre est un fardeau. L'aile nord se désintègre en quelques minutes. L'attaque du sud est tout aussi dévastatrice. La force de Muzaka cible le train de ravitaillement. Les chariots, les suiveurs de camp, les éléments arrière qui ne peuvent pas riposter efficacement. La panique se propage. Les soldats ottomans à l'arrière commencent à battre en retraite vers le col est. Mais le col est étroit. Il crée un goulot d'étranglement. Les troupes essayant d'avancer dans la bataille se heurtent aux troupes essayant de fuir. La formation se brise. Maintenant, le centre de Skanderbeg attaque. Les 15 000 hommes qui se tenaient à découvert, ce ne sont pas une ligne défensive. Ce sont le marteau. Et les deux forces de flanc sont l'enclume. Les Ottomans sont encerclés sur 3 côtés. Comprimés au centre de la vallée, pas de place pour manœuvrer, pas de structure de commandement claire, Ali Pacha essaie de rallier ses janissaires.
Ce sont des fantassins d'élite, disciplinés. Mais la discipline n'a pas d'importance quand on est attaqué de 3 directions simultanément dans un terrain qui empêche le combat en formation. La bataille dure 4 heures. En début d'après-midi, c'est fini. L'armée ottomane est détruite, chiffre des pertes. Parletius prétend 8000 Ottomans morts. Les estimations modernes varient de 5000 à 10 000 tués. Des milliers d'autres capturés. Les pertes albanaises, environ 1000 tués. Le ratio n'est pas de 6 contre 1, il est de 8 contre 1 en faveur de la force surpassée en nombre. Parce que ce n'est pas une question de chiffres, c'est une question de choix du terrain. De forcer une armée plus grande à combattre dans un espace où la taille devient un désavantage. Ali Pacha s'échappe, de justesse. Il se retire vers l'est avec peut-être 5000 survivants. De retour par le col, de retour en territoire ottoman, et il porte un message au sultan Murad. Le message, Skanderbeg ne peut être vaincu dans les montagnes. Pas avec des tactiques conventionnelles, pas avec des nombres supérieurs. Le terrain est l'arme. Les cols sont des forteresses, et chaque vallée est un terrain de chasse potentiel. Mais Thorviol n'est que le début, car le sultan Murad n'accepte pas la défaite. Il envoie une autre armée, et une autre. Au cours des 6 années suivantes, les Ottomans lancent plusieurs campagnes en Albanie, chacune plus grande que la précédente, chacune convaincue que la force écrasante réussira là où la tactique a échoué, et chacune apprend la même leçon. En guerre de montagne, le défenseur choisit le champ de bataille, et Skanderbeg choisit très soigneusement. Le 10 octobre 1445, la bataille de Mokra, force ottomane, 15 000 hommes sous Firouz Pacha, force de Skanderbeg, 3 500, lieu, un autre col de montagne, plus étroit que Thorviol. Les Ottomans défilent. Skanderbeg attaque depuis des positions élevées des 2 côtés. Les Ottomans ne peuvent pas escalader les pentes, ne peuvent pas former de lignes, ne peuvent pas utiliser leur avantage numérique. Résultat, une autre déroute, pertes ottomanes, environ 3000, pertes albanaises, moins de 200. Le schéma se répète. 1446, bataille d'Oranik. 1448, bataille de Svetigrad. Chaque engagement suit le même modèle. Attirer les Ottomans dans un terrain restrictif. Attaquer de plusieurs directions. Utiliser la mobilité contre la masse. Les Ottomans continuent de venir, et ils continuent de perdre. Parce qu'ils combattent un ennemi qui comprend que dans les montagnes, la géographie compte plus que le courage, plus que l'entraînement, plus que les nombres. En 1450, le sultan Murad en a assez d'envoyer des armées par des cols de montagne. Il décide d'une approche différente, la guerre de siège. Si Skanderbeg ne veut pas combattre en terrain découvert, Murad attaquera ses forteresses, l'affamée. Et la cible principale est évidente, Kruget, la forteresse que Skanderbeg a prise avec une lettre falsifiée, le symbole de la résistance albanaise, le bastion qui contrôle les vallées centrales. Murad assemble la plus grande armée qu'il ait jamais envoyée contre l'Albanie. Les sources disent 100 000 hommes. Les historiens modernes débattent de ce nombre. Mais même les estimations conservatrices le situent entre 60 000 et 80 000. C'est la plus grande opération militaire ottomane dans les Balkans depuis la chute de Constantinople. Attendez, ça ne s'est pas encore produit. Depuis la bataille de Varna en 1444. Et tout cela vise une seule forteresse, sur une seule montagne, défendue par 4000 hommes. Maintenant, exécutez cette adaptation parfaitement. 14 mai 1450. Le sultan Murad II arrive à Kruget, pas avec une troupe de pillards, avec un empire. 100 000 hommes, 60 000 cavaliers, 40 000 fantassins, 10 canons lourds. Chaque canon tire des projectiles de pierre pesant 400 livres. Le plus grand train de siège jamais assemblé dans les Balkans. Et tout cela vise une forteresse sur une crête calcaire à 607 mètres au-dessus du niveau de la mer, défendue par 4000 hommes sous le commandement de Vrana Conti. Des Albanais, des Allemands, des Italiens, des soldats professionnels. Mais 4000 contre 100 000, les calculs ne fonctionnaient pas. Sauf que les calculs supposent un terrain plat. Et Kruget n'est pas sur un terrain plat. La forteresse est située sur une pente de 45 degrés, des falaises calcaires sur 3 côtés. Une seule route d'accès, étroite, tortueuse, assez raide pour que les chevaux peinent. Les Ottomans ne peuvent pas l'encercler, ne peuvent pas utiliser toutes leurs forces simultanément. Les canons, ils sont positionnés en dessous de la forteresse, tirant en montée. À cet angle, les projectiles de pierre perdent de leur vitesse. Ils frappent les murs, rebroussent chemin, ébrèchent le calcaire, mais ils ne percent pas. Une analyse de 2024 des archives d'État vénitiennes, la collection Sénatomar, a révélé que Skanderbeg avait demandé des mineurs spécialisés à Venise spécifiquement pour contrer les opérations de sape ottomanes. Le minage, creuser sous les murs pour les faire s'effondrer,
Les Ottomans ont essayé, les Albanais ont contreminé, ont creusé leurs propres tunnels, ont écouté les creuseurs ottomans, ont percé et se sont battus souterrainement, combat au corps à corps dans des tunnels hauts de 4 pieds. Pas de place pour les épées, des couteaux et des marteaux. La guerre des mines a duré 3 mois. Aucun camp n'a pris l'avantage. Mais la vraie arme n'est pas la forteresse, c'est la ligne d'approvisionnement, ou plutôt son absence. Les Ottomans ont amené 100 000 hommes dans le centre de l'Albanie, par des cols de montagne. Ces hommes ont besoin de nourriture, d'eau, de fourrage pour 60 000 chevaux. Les chiffres sont brutaux. Un cheval consomme environ 20 livres de fourrage par jour. 60 000 chevaux, 1,2 million de livres de fourrage par jour. C'est 600 tonnes chaque jour. Et il n'y a pas de pâturage autour de Krujé. C'est des montagnes, des forêts, des pentes rocheuses. Chaque once de nourriture doit être transportée depuis le territoire ottoman. Par les mêmes cols que Skanderbeg a tendu des embuscades pendant 6 ans. Harry Hodgkinson, l'officier du renseignement britannique qui a analysé la campagne dans sa biographie de 1999, détaille ce qu'il appelle la politique de la terre brûlée. Avant l'arrivée des Ottomans, les forces de Skanderbeg ont brûlé les récoltes, empoisonné les puits, chassé le bétail dans les montagnes. Les Ottomans ont marché dans un désert, et puis Skanderbeg a frappé les convois d'approvisionnement, pas l'armée principale, les convois, 8000 cavaliers albanais, mobiles, rapides. Ils connaissaient le terrain, ils tendaient une embuscade à un train d'approvisionnement, tuer les gardes, brûler les chariots, disparaître dans les montagnes avant l'arrivée des renforts ottomans. Le siège est devenu une guerre d'usure, et les Ottomans perdaient. Juin à septembre, 1450. 4 mois. La garnison tient bon. Vrana Conti refuse toutes les offres. Le sultan Murad lui offre personnellement 200 000 aspres, pièces d'argent ottomanes, pour se rendre. Conti refuse. Les Ottomans attaquent les murs, à plusieurs reprises. Ils amènent des tours de siège, des échelles d'assaut, ils atteignent les murs. Les défenseurs versent de l'huile bouillante, lancent des rochers, repoussent les échelles. Chaque assaut échoue. Les pertes ottomanes s'accumulent, 5 000, 10 000, 15 000. La maladie se propage dans le camp. Dysenterie, typhus. Conditions de vie exiguës, eau contaminée, mauvaises conditions sanitaires. Le chroniqueur ottoman Ashik Pasha Zadeh, écrivant à la fin du XVe siècle, admet que le retrait était dû à la peste et à la difficulté de la montagne, pas à une défaite au combat. Échec logistique. 26 octobre 1450. Les Ottomans lèvent le siège, 100 000 hommes sont arrivés, 80 000 sont partis, 20 000 victimes, la plupart de maladies et de famines, pas de combat. La garnison 4 000 hommes. Tient toujours la forteresse, toujours approvisionnée, parce que Skanderbeg avait obtenu le traité de Gaète avec le royaume de Naples. Les approvisionnements venaient par mer, vers la côte adriatique, puis par voie terrestre, par des routes que les Ottomans ne pouvaient pas bloquer. Une analyse historiographique de 2025 soutient que la victoire de Skanderbeg à Krujë était autant de l'ingénierie diplomatique que des tactiques militaires. Il avait compris que tenir une forteresse de montagne nécessitait des lignes d'approvisionnement externes, et il les avait construites avant le début du siège. Le siège de Krujë n'est pas une bataille, c'est une étude de cas de guerre asymétrique, une force plus petite utilisant le terrain, la mobilité et la logistique pour annuler la supériorité numérique. La forteresse était l'ancre, la cavalerie mobile était l'arme, et les montagnes étaient le champ de bataille. Le sultan Murad n'est jamais retourné en Albanie. Il est mort 4 mois plus tard, 3 février 1451. Son fils, Mehmed II, hérite du trône, et hérite du problème albanais. Mais Mehmed a appris de l'échec de son père. Il n'enverrait pas d'armée par des cols de montagne. Il ne siégerait pas de forteresse de montagne. Il essaierait quelque chose de différent. La diplomatie, la corruption. Retourner les alliés de Skanderbeg contre lui. Parce que si vous ne pouvez pas vaincre les montagnes, vous attaquez la coalition. Et les coalitions sont toujours vulnérables. Surtout quand elles sont financées par des contributions annuelles de seigneurs féodaux qui commencent à se demander si 200 000 ducats par an en valent la peine. La guerre militaire était terminée. La guerre politique ne faisait que commencer. Mehmed II n'était pas son père. Il comprenait quelque chose que le sultan Murad n'avait jamais saisi. On ne peut pas conquérir les montagnes. Mais on peut ruiner les gens qui les défendent. Parce que les guerres ne sont pas gagnées par le camp qui a le plus de courage. Elles sont gagnées par le camp qui peut encore payer ses soldats quand les combats s'éternisent pendant 10 ans. Et en 1451, la Ligue de Lisieux se battait depuis 7 ans. 7 ans de mobilisation de levée féodale. 7 ans de maintien d'une force de cavalerie professionnelle. 7 ans de 200 000 ducats annuels sortant des trésors nobles pour aller dans la caisse de guerre de Skanderbeg. Cela fait 1,4 million de ducats au total. Et certains de ces nobles commençaient à poser des questions.
La stratégie de Mehmed était élégante. Il offrait des traités de paix, pas à Skanderbeg, à des seigneurs albanais individuels. La famille Dukakjini, la famille Arianiti, la famille Topia. Chaque traité venait avec de l'or, des concessions de terre, des promesses d'autonomie sous suzeraineté ottomane. Payez votre tribut, gardez vos domaines, arrêtez de financer l'armée de Skanderbeg. C'était moins cher que d'envoyer 100 000 hommes de plus mourir dans un col de montagne. Et ça a marché, partiellement. En 1454, 3 grandes familles avaient signé des accords de paix séparés avec Constantinople. Le budget annuel de la Ligue est passé de 200 000 ducats à environ 120 000, une réduction de 40% du financement. La force de cavalerie professionnelle de Skanderbeg est passée de 3 000 à 1 800, toujours redoutable, mais plus capable de mener plusieurs campagnes simultanément. Mais Mehmed a fait une erreur critique. Il a supposé que la résistance albanaise était purement financière, que sans argent, la coalition s'effondrerait. Il n'a pas tenu compte du fait que Skanderbeg avait passé une décennie à construire quelque chose de plus précieux que l'or. Des infrastructures, une production locale d'armes, les fonderies de Lure et de Bulkiza. Ces installations produisaient des lances, des pointes de flèches et des lames en utilisant du minerai de fer extrait des montagnes de Mokra. Production : environ 5000 pointes de lances par an, suffisant pour équiper l'armée principale et maintenir des réserves. Skanderbeg contrôlait également les routes commerciales du sel entre l'intérieur et la côte adriatique. Le sel. Le pétrole de l'économie médiévale ? Les marchands vénitiens payaient des prix élevés pour le sel albanais. Ses revenus, environ 30 000 ducats par an, allaient directement au financement militaire. Mehmed a réduit les subventions nobles, mais il ne pouvait pas réduire l'argent du sel, ni les fonderies, ni le fait que chaque Albanais qui avait combattu à Torviol ou tenu Krüge avait maintenant une décennie d'expérience de combat. 1457. Mehmed essaie une approche différente. Il envoie une armée, pas pour conquérir l'Albanie, pour la piller, détruire la base économique, brûler les fonderies, perturber le commerce du sel. Le commandant Isa Beg Evrenos. La force, 20 000 hommes. Objectif, la ville de Berat, dans le sud de l'Albanie. Berat est située sur la rivière Osum, contrôle l'accès aux routes commerciales du sud. Si les Ottomans prennent Berat, ils coupent les lignes d'approvisionnement de Skanderbeg vers l'Adriatique. 14 juillet 57. Les Ottomans assiègent Berat, la garnison. 800 hommes sous le commandement de Muzaqa Topia. Skanderbeg mobilise 10 000 soldats, une force de secours. Ils marchent vers le sud. Les Ottomans savent ce qu'il arrive. Ils se préparent. Et cette fois, ils ne se battent pas dans un col de montagne. Ils choisissent un terrain découvert, la plaine à l'extérieur de Berat, où leur avantage numérique compte, où la cavalerie peut manœuvrer, où Skanderbeg ne peut pas utiliser le terrain comme une arme. La bataille de Berat, août 1457. 10 000 hommes de Skanderbeg contre 20 000 d'Izabeg. Terrain découvert. Guerre de formation conventionnelle, les Ottomans se déploient dans leur configuration standard. Cavalerie sipahi sur les ailes. Janissaires au centre. Artillerie positionnée sur une crête basse. Skanderbeg attaque. Sa cavalerie charge le flanc gauche ottoman. C'est la même tactique qui a fonctionné à Torviol. Sauf que cette fois, il n'y a pas de réserve cachée. Pas de forêt pour dissimuler les forces de flanc. Les Ottomans voient la charge arriver. Ils se repositionnent, les sipahis font demi-tour et contre-attaquent. Les deux forces de cavalerie se heurtent. C'est brutal. Corps à corps, lances, épées, chevaux qui hurlent. Mais les Ottomans ont des effectifs. Ils absorbent la charge, tiennent la ligne, repoussent. La cavalerie de Skanderbeg se retire, se regroupe, charge à nouveau. Même résultat. En fin d'après-midi, la force albanaise est épuisée. Elle se retire. Le siège continue. Berat tombe, 3 semaines plus tard. La garnison se rend. Muzaqa Topia est capturé, exécuté. C'est la première défaite majeure de Skanderbeg en 14 ans. Et cela révèle la limitation fondamentale de sa stratégie. Dans les montagnes, il est imbattable. Sur terrain découvert, les effectifs comptent. Mais la perte à Berat a un effet inattendu. Elle unifie la Ligue. Les seigneurs qui avaient signé des traités de paix séparés avec Mehmed, ils rejoignent la coalition. Parce que Berat a prouvé que les offres de paix ottomanes étaient temporaires, que l'objectif à long terme de Mehmed n'était pas la coexistence, c'était la conquête. Le financement de la Ligue se stabilise, pas à 200 000 ducats, mais à 150 000. Suffisant pour maintenir l'armée principale, suffisant pour continuer à se battre. Et Skanderbeg s'adapte. Il arrête d'essayer de secourir des forteresses assiégées en terrain découvert. Il revient à ce qui fonctionne, les embuscades, les cols de montagne, la guérilla. 1458, bataille d'Oranik, 1460, bataille de Skopje, 1462,
bataille de Livade. Chaque engagement suit le vieux schéma. Attirer les Ottomans dans un terrain restrictif, attaquer de plusieurs directions, gagner. Les défaites à Berat deviennent une exception, une leçon apprise, rester dans les montagnes. En 1463, Mehmed a un nouveau problème. Il se prépare à envahir la Bosnie. Il a besoin que son flanc des Balkans soit sécurisé. Il ne peut pas se permettre que les raids albanais perturbent ses lignes d'approvisionnement. Alors, il offre un traité à Skanderbeg, un vrai. Le traité de Gaët est renouvelé. L'indépendance albanaise reconnue. Les paiements de tribut suspendus pendant 3 ans. En échange, Skanderbeg accepte de cesser les opérations offensives pendant la campagne de Bosnie. Les deux camps ont besoin d'une pause. Les Ottomans pour consolider. Les Albanais pour reconstruire. Le traité tient pendant 3 ans. 3 ans de paix relative. La plus longue pause dans les combats depuis 1444. Skanderbeg utilise ce temps pour se fortifier. Il reconstruit les murs de Kruge, renforce la garnison de Shkoder, stocke des provisions, parce qu'il sait que la paix est temporaire. Mehmed reviendra. Ils reviennent toujours. 1466. Le traité expire. Mehmed envoie une autre armée, 30 000 hommes sous Balaban Badera. Objectif, Krujo. Encore. Parce que Kruge est toujours le symbole, toujours la forteresse qui n'est jamais tombée. Balaban l'assiège. Avril 1466. La garnison, 4 000 hommes. Même nombre qu'en 1450. Mais cette fois, Skanderbeg ne mène pas la force de secours mobile. Il a 61 ans, épuisé, malade, probablement la malaria. Il dirige la défense depuis l'intérieur de la forteresse. Le siège dure 4 mois. Les Ottomans essaient tout. Mines, artillerie, tours d'assaut. Rien ne fonctionne. Même résultat qu'en 1450. La forteresse tient. Les Ottomans se retirent. Septembre 1466. Mais cette fois, la victoire semble différente. Creuse. Parce que Skanderbeg est mourant. Et tout le monde le sait. La question n'est pas de savoir si Kruge peut tenir. C'est ce qui se passera quand Skanderbeg ne sera plus là. Parce que depuis 23 ans, il était la coalition. Le stratège. Le symbole. La raison pour laquelle la Ligue est restée unie. Sans lui, la résistance continue-t-elle? Ou s'effondre-t-elle? Cette question trouve sa réponse 4 mois plus tard, 17 janvier 1468. Skanderbeg meurt à Lézeux, malaria. Ou possiblement pneumonie. Les sources divergent. Il est enterré dans la cathédrale de Saint-Nicolas. Les Ottomans exhumeront plus tard son corps et distribueront ses os comme talisman. Parce que même mort, il est dangereux. Même mort, il est l'homme qui a tenu les montagnes pendant un quart de siècle. L'homme qui a transformé le terrain en arme. L'homme qui a prouvé que dans la guerre asymétrique, la force la plus petite peut gagner, si elle choisit le champ de bataille. La résistance ne s'est pas effondrée, elle s'est fracturée. Parce que Skanderbeg n'était pas seulement le commandant militaire, il était la colle qui maintenait ensemble des familles en conflit. La famille Dukagjini détestait la famille Topia. La famille Aryaniti avait des différends territoriaux avec la famille Muzaka. Ce n'étaient pas des alliés, c'étaient des rivaux qui avaient accepté de combattre un ennemi commun. Et quand Skanderbeg est mort, l'ennemi commun était toujours là. Mais le médiateur ne l'était plus. 1468 à 1478, 10 ans. La Ligue de Lézeux se désintègre lentement, pas par défaite militaire, par politique interne. La famille Dukagjini signe une paix séparée avec les Ottomans en 1469. Ils conservent leurs terres, paient un tribut, cessent de se battre. La famille Topia suit en 1471, puis la famille Aryaniti en 1473. Chaque accord est légèrement pire que le précédent, parce que les Ottomans savent que la coalition est mourante. Ils n'ont plus besoin d'offrir des conditions généreuses, juste des conditions à peine acceptables. Et un par un, les seigneurs albanais les acceptent. Mais certains ne le font pas. Leke Dukagjini, le neveu de Skanderbeg. Il refuse toutes les offres, continue à se battre, tient les forteresses du nord, Shkoder, Drisht, Jablyak. Il a peut-être 2000 hommes, soldats professionnels, vétérans de Torviol et de Kruge. Ils connaissent le terrain, ils connaissent les tactiques, et ils continuent de gagner. Petite victoire, embuscade, raid. Rien de décisif, mais assez pour être un problème. Assez pour que Mehmed II doive garder des troupes en Albanie alors qu'il préférerait les utiliser ailleurs. Parce qu'en 1475, Mehmed prépare quelque chose de massif. La conquête des territoires vénitiens en Grèce. La guerre avec la Moldavie. La poussée vers la Hongrie. Il a besoin de chaque soldat. Et il a 2000 Albanais qui immobilisent 10 000 Ottomans dans des garnisons de montagne. 1478. Mehmed fait sa dernière offre. À Venise. Pas aux Albanais. Parce qu'à ce stade, les Albanais ne contrôlent plus assez de territoire pour négocier.
Venise contrôle Shkodër, la dernière grande forteresse qui résiste encore. Mehmed propose un accord à Venise. Rendez Shkodër. Gardez vos comptoirs commerciaux côtiers. Durrës, Ulcinj, Antivari. Nous garantirons le passage sûr aux marchands vénitiens. Venise calcule. Shkodër coûte 50 000 ducats par an pour la garnison. Les postes côtiers génèrent 200 000 ducats par an en revenus commerciaux. Le calcul est clair. Venise signe le traité. 25 janvier 1479. Shkodër est livrée aux Ottomans. Pas conquise, négociée. La dernière forteresse tombe sans siège. Lekedu Kagini s'échappe, emporte ses derniers soldats dans les montagnes, continue à se battre pendant 1 an. Guerre de guérilla. Attaques et fuites, pas de forteresse, pas de ligne d'approvisionnement, juste la mobilité et le terrain. Les Ottomans ne peuvent pas l'attraper. Mais ils n'ont pas besoin de le faire. Parce que sans forteresse, sans base d'approvisionnement, sans financement, les combattants de guérilla ne peuvent pas soutenir indéfiniment les opérations. En 1480, la force de Leke est réduite à 300 hommes, épuisés, à court de provisions. Il négocie sa propre reddition. Les Ottomans le laissent partir. Il va en Italie. Meurt à Naples en 1481. La résistance albanaise est terminée. 25 ans après la mort de Skanderbeg. 35 ans après Torviol. Mais voici ce qui compte. Pendant 35 ans, 4 000 à 15 000 Albanais ont résisté à un empire qui a conquis Constantinople, qui a pris la Serbie, la Bosnie, l'Herzégovine, la majeure partie de la Grèce, qui a aligné des armées de 100 000 hommes, et ils l'ont fait avec le terrain, avec des cols de montagne, avec la mobilité, avec la logistique, pas avec des nombres supérieurs, pas avec une meilleure technologie, avec la géographie. Et c'est la leçon, celle qui résonne dans tous les conflits asymétriques depuis Vietnam, Afghanistan, le Caucase. Quand une force plus petite choisit le champ de bataille, quand elle comprend le terrain mieux que l'envahisseur, quand elle peut se soutenir par des lignes d'approvisionnement externes, elle peut tenir. Pas pour toujours, mais assez longtemps pour rendre la conquête trop coûteuse, assez longtemps pour forcer la négociation, assez longtemps pour prouver que les empires ne sont pas invincibles. Le squelette de Skanderbeg a disparu. Les Ottomans l'ont pris, ont distribué les os comme talisman. Son épée est à Vienne, Kunsthistorisches Museum. Son casque est dans le même musée, en bronze, surmonté d'une tête de chèvre, le symbole des hautes terres albanaises. Mais son véritable héritage n'est pas dans les musées, il est dans la doctrine militaire. La compréhension que dans la guerre de montagne, le défenseur a l'avantage, que le terrain peut être militarisé, que 4000 hommes au bon endroit peuvent arrêter 100 000 au mauvais endroit. C'est ce qui a survécu, c'est ce qui compte, pas les os, le plan. Et voici ce qui a survécu, pas la Ligue de l'Aiseux, pas la coalition, pas les forteresses, la doctrine. La compréhension que le terrain n'est pas seulement l'endroit où l'on se bat, c'est ce avec quoi on se bat. Cette connaissance n'est pas morte en 1480. Elle a migré. Les combattants albanais qui se sont échappés en Italie, ils sont devenus les Stradioti, unité d'élite de cavalerie légère employée par Venise, Naples, les États pontificaux. Ils ont apporté avec eux le manuel de la guerre de montagne, attaque et fuite, embuscade depuis l'altitude, ne jamais se battre là où l'ennemi le veut. Le premier régiment Stradioti s'est formé en 1479. Venise a recruté directement dans les camps de réfugiés albanais des Pouilles, 800 hommes, vétérans. Ils savaient ce qui fonctionnait. Venise les a déployés dans la guerre de Ferrare, 1482 à 1484. Les Stradioti ne combattèrent pas en formation. Ils attaquaient les lignes d'approvisionnement, embusquaient les renforts, disparaissaient dans les forêts. Le commandant vénitien, Roberto Sanseverino, a déposé des rapports décrivant leur tactique comme peu chevaleresque mais d'une efficacité dévastatrice. En 1490, les unités Stradioti comptaient plus de 3000 hommes dans les États italiens. Ce n'étaient pas des troupes auxiliaires, c'étaient des spécialistes. Ceux que l'on appelait, quand la cavalerie conventionnelle échouait, dès 1500, tous les grands États italiens avaient l'un de ces régiments Stradioti. Le manuel militaire vénitien de 1509, le manuscrit Coleoni, archivé à la Bibliotheca Marciana, consacre une section entière aux tactiques de cavalerie à l'albanaise. Citant spécifiquement le mouvement en tenaille de Torviol comme modèle pour la guerre en forêt, les os de Skanderbeg avaient disparu. Mais son manuel tactique était copié à Venise. 1847. Le théoricien militaire français Antoine-Henri Jomini publie « Résumé de l'art de la guerre ». Chapitre 12. Guerre de montagne. Il cite Skanderbeg par son nom. Appelle l'embuscade de Torviol un exemple de manuel d'exploitation du terrain. L'œuvre de Jomini devient lecture obligatoire à West Point, à Saint-Cyr, à Sandhurst. La campagne de montagne albanaise entre dans le programme de toutes les grandes académies militaires d'Europe et d'Amérique.
Au début de la Première Guerre mondiale, les officiers d'état-major étudient Krüge comme une étude de cas de défense de forteresse. La leçon spécifique. Une position fortifiée en altitude avec des lignes d'approvisionnement externes sécurisées peut tenir indéfiniment face à une force numériquement supérieure. Ce n'est pas du folklore, c'est de la doctrine. 1943, les montagnes d'Albanie à nouveau. Mais cette fois, ce ne sont pas des Ottomans, ce sont des Allemands et des Italiens. Seconde Guerre mondiale. La résistance albanaise, principalement des partisans communistes sous Enver Hoxha, utilise le même terrain, les mêmes cols, les mêmes tactiques. Colonnes en embuscade dans des vallées étroites, tenir des positions fortifiées sur les crêtes, attaquer les lignes d'approvisionnement. Les Allemands déploient 70 000 soldats en Albanie. Ils contrôlent les villes, les routes, les ports, mais ils ne peuvent pas contrôler les montagnes. En 1944, les commandants allemands déposent des rapports qui ressemblent étrangement aux chroniques ottomanes d'il y a 500 ans. Le terrain rend les opérations conventionnelles impossibles. Les partisans connaissent chaque col, chaque grotte, chaque crête. L'Albanie est l'un des 2 seuls pays européens, avec la Yougoslavie, à se libérer sans intervention terrestre alliée directe. 29 novembre 1944. Les Allemands se retirent. Les partisans tiennent les montagnes. 500 ans après Torviol. Mêmes montagnes. Même résultat. 2001, Afghanistan. L'armée américaine pénètre dans le Hindu Kush. Les montagnes Spingar. Le complexe de grottes de Tora Bora. Ils tractent Al-Qaïda. Des combattants talibans. Le terrain. Vallées étroites, crêtes hautes, altitudes supérieures à 3000 mètres. Les États-Unis déploient une puissance de feu écrasante, supériorité aérienne, munitions de précision, surveillance avancée. Et l'ennemi disparaît dans les montagnes. Réapparaît derrière les convois d'approvisionnement, embusque les patrouilles, dans les cols, tient des positions fortifiées sur les crêtes. L'armée américaine publie un manuel de terrain en 2006, FM 3-90.6, guerre de montagne et opération par temps froid. Chapitre 4. Étude de cas historiques. Il cite Skanderbeg. Spécifiquement le principe selon lequel, dans la guerre de montagne, la mobilité l'emporte sur la masse, que celui qui contrôle les hauteurs et connaît le terrain peut annuler la supériorité technologique et numérique. Le manuel est toujours en usage, toujours mis à jour. La révision de 2023 comprend une section sur la guerre par drone en terrain montagneux. Mais le principe de base n'a pas changé. Les montagnes favorisent le défenseur. Toujours. Probablement toujours. Parce que voici le truc avec le terrain. Il se fiche de la technologie. Un canon ottoman de 15 tonnes en 1450 avait le même problème qu'un obusier moderne en 2024. Vous ne pouvez pas obtenir l'angle. Vous tirez en montée. Sur une cible, sur une pente de 45 degrés. La gravité joue contre vous. Le projectile perd de la vitesse, peu importe qu'il s'agisse d'une boule de pierre de 400 livres ou d'un obus guidé par GPS. La physique est identique. Et un col de montagne en 1444 a la même largeur qu'un col de montagne aujourd'hui. Vous ne pouvez pas l'élargir avec une meilleure logistique. Vous ne pouvez pas le contourner avec des véhicules plus rapides. La géographie est la contrainte. Et la contrainte est permanente. C'est pourquoi les victoires de Skanderbeg sont importantes. Pas parce qu'elles sont inspirantes, parce qu'elles sont reproductibles. Les conditions qui ont permis à 4000 hommes d'arrêter 100 000 en 1450 existent dans des dizaines de zones de conflit aujourd'hui. Le Caucase, le Yémen, les Andes, partout où le terrain est vertical, partout où le défenseur connaît le sol mieux que l'attaquant. La leçon n'est pas historique, elle est opérationnelle. 2024, l'analyse la plus récente. Une étude conjointe de l'US Army War College et de l'Université de Vienne, publiée dans le Journal of Strategic Studies. Titre: Asymmetric Warfare in Restrictive Terrain. A Comparative Analysis of Historical and Contemporary Mountain Conflicts. L'étude compare 15 campagnes de montagne historiques, de Thermopyles en 480 avant JOC, à la guerre soviéto-afghane dans les années 1980. La conclusion: dans tous les cas où le défenseur avait 3 avantages, connaissance du terrain, ligne d'approvisionnement externe et soutien populaire, l'attaquant a échoué, indépendamment de la supériorité technologique ou numérique, chaque cas. Et l'étude identifie spécifiquement la campagne albanaise de Skanderbeg comme le premier exemple bien documenté de l'action simultanée des 3 facteurs. La Ligue de l'Eseu connaissait chaque col. Ils avaient des navires d'approvisionnement vénitiens et napolitains. Et ils avaient la population locale. Les Ottomans avaient 100 000 hommes et la meilleure armée du monde. Et ils ont perdu. Pas une fois. À plusieurs reprises, pendant 35 ans. C'est l'histoire vraie. Pas que 4000 hommes furent d'âge courageux, mais que 4000 hommes, au bon endroit, ont rendu 100 000 hommes inutiles, que la géographie peut être une arme,
que le terrain est un multiplicateur de force, que celui qui choisit le champ de bataille gagne. Skanderbeg l'avait compris. Les Ottomans l'ont appris. Chaque armée depuis a dû réapprendre. Parce que les empires pensent toujours que la prochaine campagne sera différente, que des effectifs supérieurs importeront cette fois, que la technologie vaincra le terrain. Et puis, ils marchent dans un col de montagne et découvrent que certaines leçons sont plus anciennes que la poudre à canon, plus anciennes que les empires. Les montagnes se moquent du nombre de soldats que vous amenez. Elles se soucient de votre connaissance du chemin. Et si vous ne l'avez pas, si vous suivez une carte pendant que l'ennemi suit la mémoire, vous êtes déjà vaincu. La bataille est terminée avant de commencer. C'est ce que Thorviol a prouvé, c'est ce que Kruge a confirmé, c'est ce que les montagnes enseignent encore. À quiconque veut bien écouter. 4000 hommes n'ont pas écrasé 100 000 soldats ottomans. Un col de montagne l'a fait, les hommes savaient juste comment l'utiliser.